Le 16 mars 2020, les médecins reçoivent l'ordre de fermer leurs consultations. Ils troquent leur stéthoscope contre un smartphone pour ausculter vos poumons et répondre à vos angoisses. La télémédecine est née et vous laisse seul avec du dafalgan, amarré à un destin qui vous effraie, scellé par les JT qui montrent avec ostentation les ravages du Covid. La science, la vraie science, celle qui biberonne aux mamelles des laboratoires, dicte sa loi aux médecins, crédules et vulnérables. Je vous invite à pénétrer dans le monde des créateurs de vérité. Ces grands chefs de service mis en vente aux plus offrants sur les étals de l'industrie pharmaceutique, disposés à payer le prix fort pour le mensonge. Nous ne commencerons pas notre enquête avec des petits truands de banlieue. C'est à Boston que je vous emmène, à la Medical School de l'université d'Harvard. My name is Mandeep Mehra. I'm a professor of medicine at Harvard Medical School. Mandeep Mehra est cardiologue, professeur de médecine à l'université de Harvard, directeur du Brigham Hospital et éditeur d'une revue de cardiologie réputée. Question référence, on ne peut pas faire mieux. Le docteur Sapan Desai n'est pas affilié à l'université de Harvard, mais il a un sérieux atout. Il est le patron de Surgisphère, une boîte qui récolte des millions de données médicales numérisées à travers le monde. Une mine d'or pour la recherche. Ces deux médecins n'ont qu'un seul but, percer les secrets de l'hydroxychloroquine, que le professeur Didier Raoult vient de proposer pour traiter le Covid-19 dans sa phase précoce. Et donc, en tout cas, les données vont sortir. Là, je suis intéressé de voir qu'à Paris, quand même, quand ils comparent leurs groupes, ils constatent que quand on donne de l'hydroxychloroquine, la mortalité est 20% moins importante. Pas question ici d'une étude portant sur 24 cas, comme celle du professeur Didier Raoult. Harvard, ce n'est pas Marseille. 96 000 cas de Covid sont ici passés au crible. À la parution d'une étude ce vendredi dans le magazine scientifique The Lancet. Avec des données portant sur 96 000 patients, une équipe de scientifiques conclut que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace contre le Covid-19. La molécule augmenterait même le risque de décès. Is there any benefit whatsoever in using any one of these regimens in hospitalized patients with COVID-19? And the answer is a fairly conclusive no, not a shred of evidence from our analysis that that's the case. L'étude conclurait même que la prise du médicament est dangereuse pour les patients atteints par le virus. L'Organisation mondiale de la santé suspend son essai clinique sur la molécule par mesure de sécurité. The executive group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity trial while the data... L'hydroxychloroquine ne pourra plus être administrée en France contre le coronavirus, ni à des patients gravement atteints, ni lors d'essais cliniques, après 2 avis publiés ce mardi. Une décision saluée par une partie des médecins. On ne peut pas négliger l'information scientifique publiée dans la revue The Lancet il y a quelques jours maintenant. Comment les médias ont pu devenir fous autour de cette histoire? C'est une vraie folie déconnectée de la réalité. C'est des malades. Il suffisait de s'adresser à n'importe quel médecin pour savoir que le plaquenil est anodin et qu'on donne ça aux gens. Toujours stable avec... Et alors, c'est en fait... Là, comme tu le vois, jamais dans l'histoire, une étude, quelle que fût son ampleur, n'a si rapidement et si radicalement bouleversé la pratique médicale mondiale. L'étude de Harvard méritait-elle un si grand honneur? Une lecture en diagonale suffisait pourtant à semer le doute sur son sérieux. De nombreux médecins ont conséquemment interpellé, mais sans succès, l'éditeur du Lancet pour avoir accès aux données de l'étude. Depuis quelques jours, l'étude est remise en cause par des chercheurs du monde entier. Dans cette lettre ouverte, adressée au rédacteur en chef de la revue, ils contestent sa méthodologie. L'étude
est rétracté. Sur son site internet, Surgisphere prétend œuvrer mondialement à l'amélioration de la vie des gens. Mais derrière ce beau slogan se cache une petite start-up américaine plutôt mystérieuse, jusqu'alors inconnue du grand public, et qui pourrait bien avoir réalisé une escroquerie à grande échelle. Son fondateur, c'est lui, Sapan Desai, 39 ans, co-auteur de l'étude sur la chloroquine dans la revue médicale The Lancet. Le médecin qui a dirigé l'étude pour The Lancet s'est depuis rétracté. Hier, il a même demandé pardon pour son imprudence. J'ai été présenté au docteur Sapan Desai et à Surgisphere qui prétendait disposer de données d'hôpitaux du monde entier. Je n'ai pas fait assez pour m'assurer que la source de données était appropriée. Pour cela et pour toutes les perturbations, je suis vraiment désolé. Où donc sont passés ces 96 000 patients? Je crois qu'elle n'a aucune donnée en réalité. Tout ça, c'est faux. Il n'y a aucun hôpital qui se souvient d'avoir donné des données, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc c'est une escroquerie, c'est tout. C'est un montage complet. Une revue comme le Lancet, qui fait référence, qui a des reviewers normalement de qualité, ne peut pas laisser passer une étude comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé, Quels sont les enjeux? Le problème, c'est que les médecins ne sont pas suffisamment armés pour déceler ces ruses. La médecine fondée sur les faits et la médecine d'excellence sont souvent bien plus influencées par les intérêts des entreprises pharmaceutiques que par la santé des patients. La raison est très simple. L'industrie pharmaceutique dépense énormément d'argent, une incroyable quantité d'argent, et par des centaines de manières différentes, influence le jugement des médecins. Pour la première fois dans l'histoire, vous avez une étude qui arrive, qui manifestement a été commanditée par quelqu'un, et j'aimerais bien savoir qui. C'est effectivement la bonne question. Mais on ne peut que se perdre dans les conjectures. Nous avons cherché du côté de Gilead, qui tentait d'imposer un médicament qui est un rival direct de l'hydroxychloroquine, le Remdesivir. Le Remdesivir est un médicament très cher, inacceptablement cher. Et c'est l'heure de l'info éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. L'Union européenne est pointée du doigt par plusieurs députés et des personnalités pour avoir acheté un médicament anti-Covid à prix d'or. 2 contrats pour un total des 2 contrats de plus de 33 000 traitements, soit 200 000 doses à 345 € la dose. La facture s'élève donc à 70 millions d'euros. Mais concernant le prix, il paraît effectivement très cher, surtout que selon un journal scientifique américain, le coût de fabrication du Remdesivir est de moins de $1 la dose, soit 420 fois moins cher que le prix effectivement payé par Bruxelles. Et on peut dire que le laboratoire Gilead qui fabrique le médicament a très bien négocié, surtout lorsqu'on sait qu'un pays comme l'Ukraine a pu bénéficier au mois de septembre d'un générique qui n'a payé que $20 la dose. Une étude a d'ailleurs été conduite par le professeur Mozaffari sur le Remdesivir au sein du Brigham Hospital. Tiens, ne s'agirait-il pas de l'hôpital du professeur Mera, le promoteur de l'étude du Lancet? Le patron de Surgisphere, c'est Sapan Desai. Mais pour faire sortir 96 000 patients du néant, il a engagé Ariane Anderson, sa directrice des ventes. Il suffit d'un instant sur Google pour découvrir que Madame Anderson est une ex-star du X qui travaillait pour une boîte de Las Vegas avant de devenir la plus grande scientifique de la planète, capable de convaincre le patron de l'OMS de stopper l'hydroxychloroquine à l'échelle planétaire. Ça dépasse bien le Lancetgate. Lancetgate, c'est un symptôme qui est tellement comique que finalement, on dirait les pieds nickelés font de la science. C'est pas raisonnable, quoi. Il y a quatre personnes qui n'ont rien à voir avec le champ, qui ont embarqué ce malheureux Suisse dont on ne sait pas ce qu'il fait dans cette affaire. Une fille qui apparaît comme étant une star érotique, si vous voulez, un type qui n'est pas compétent dans ce domaine-là. Mais quelle est la place de ces différents médecins dans la recherche mondiale, et notamment dans le ranking établi par Research.com?
C'est faux. Bon. Mandeep Mehra occupe la 6738e place mondiale. C'est très honorable. Sapan Desai, la 12912e. Ça reste très honorable également si l'on pense que M. Van Ranst occupe seulement la 13786e place. Quant à Maggie de Bloch, et finalement, en ce qui concerne Raoult, le panoramix marseillais, le druide, le charlatan, il occupe la 187e place mondiale. Il y a une haine des vraies élites. Les vraies élites, c'est nous, en réalité. Donc les gens disent « Ah, pourquoi les élites vous aiment pas ?» C'est pas les élites qui m'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui aussi contre moi. Non, c'est les deuxièmes couteaux qui sont contre moi. Ainsi, une star du X de Las Vegas monte en chaire à Harvard, pardonnez-moi l'expression, et donne une jolie leçon thérapeutique à tous les médecins de la planète. Chapeau bas, messieurs, Ariane Anderson figure désormais au firmament de l'EBM, la médecine basée sur l'évidence, celle devant laquelle chaque médecin a le devoir de s'incliner. Retour au pays des frites. Chez nous aussi, on étudie l'hydroxychloroquine. Oui, exactement. Des essais cliniques qui vont être menés par 7 pays européens, dont la Belgique sur 3... C'est l'équipe du professeur De Witt du CHU Saint-Pierre qui conduit l'étude. Le docteur Nicolas Dauby la coordonne en collaboration avec Lucie Cateau de Cienzano et d'autres éminents médecins et scientifiques belges. Il y a notamment Emmanuel Bottiot de l'Institut de médecine tropicale et Sabrina Van Iersel de l'Université d'Anvers. Els Goedgeber est une mathématicienne de haut niveau, professeure à l'Université de Gand, éditrice de la revue Statistique en médecine et spécialiste des tests d'hypothèse. Elle sera la gardienne de la méthodologie. Els ne fait pas dans le porno, mais dans la musique liturgique. Chacun son truc dans le fond. « 30 médecins du Belgian Collaborative Group chargés de la surveillance hospitalière du Covid-19 se joignent à l'étude. Au total, 41 professionnels, véritables gratins des universités belges, vont poursuivre le même but que Mandeep Mehra, percer les secrets de l'hydroxychloroquine. Les résultats de l'étude sont stupéfiants. Même lorsqu'on administre l'hydroxychloroquine à des patients hospitalisés, alors qu'on sait que pour être pleinement efficace, elle doit être prescrite aux phases précoces de la maladie, on observe une diminution de 30% de mortalité. L'étude est soumise au Lancet, qui refuse de la publier, sans doute trop occupé à publier l'étude d'Ariane Anderson. Lorsque l'OMS suspend les essais sur l'hydroxychloroquine, l'étude belge n'a toujours pas trouvé d'éditeur. De ces tests et de cette hydroxychloroquine avec notre invité en liaison vidéo, c'est Nicolas Dauby. Vous êtes spécialiste des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Alors l'OMS suspend des essais cliniques en cours un peu partout. Vous comprenez cette décision ? En Belgique, nous avons également décidé de suspendre temporairement la recommandation d'administrer de l'hydroxychloroquine aux patients hospitalisés avec un Covid-19. Nous sommes en train d'analyser les données des patients belges qui ont reçu de l'hydroxychloroquine en collaboration avec Cienzano et l'Agence fédérale du médicament. Et pour le moment, il n'y a aucun signal de surmortalité. Et par ailleurs, il est important de mentionner que les doses que les patients avaient reçues dans l'étude que vous avez mentionnée étaient beaucoup plus élevées que les doses que nous avons décidé d'administrer en Belgique. Et oui, mon cher Nicolas,
Personne ne veut d'un article qui vante un vieux médicament à 5 balles quand des génies en produisent de tout neuf à 2000 $. À force de persuasion, le docteur Dobie parvient tout de même à dénicher un imprimeur. Le 25 août 2020, le papier est publié dans une des innombrables gazettes, ce qui attire l'attention de Frédéric Soumois, qui demande une interview au docteur Dobie pour le journal Le Vif. Le plus probable, explique le docteur Dobie, est que l'hydroxychloroquine est une excellente activité anti-inflammatoire, doublée d'effets immunomodulateurs. La réduction de mortalité et de gravité de la maladie est impressionnante, poursuit-il. Frédéric Soumois lui pose alors la question « Pourquoi avoir attendu presque 3 mois pour communiquer ces conclusions essentielles au public ?» Et Dobie lui répond « Plusieurs revues de haut niveau n'ont pas trouvé opportun de publier une étude sur l'hydroxychloroquine. Elles ne mettaient pas en doute nos constats ni nos conclusions que nous avons fait vérifier par des équipes indépendantes de statisticiens, mais il y a trop de scandales, d'implications sociopolitiques, de remous médiatiques au sujet de ce médicament. » Ainsi, une étude qui montre la capacité de l'hydroxychloroquine à réduire la mortalité hospitalière est balayée d'un revers de main par les grands éditeurs, prêts à sacrifier des vies humaines pour satisfaire leurs bailleurs de fonds. Monsieur de Gemep, président de l'Ordre national des médecins de Belgique, est le maillon clé de ce complot. Sans son silence, rien n'eût été possible. Monsieur de Gemep refusa en effet de répondre aux questions que je lui posais, pourtant avec une persévérante obstination, prétextant qu'elles étaient de nature politico-éthique et non déontologique. Il faut toujours donner un petit peu d'espace à la parole, mais s'il n'y a plus de parole possible entre les deux, il faudra en tirer les conséquences, c'est vrai. Ce refus de publication et ce silence de l'ordre enterrent définitivement l'hydroxychloroquine. Nicolas Dobie, pourtant, persiste et signe. Il y tient à son hydroxychloroquine. Il sait, lui, qu'elle est efficace et sans danger. Le docteur Dobie publie en septembre 2020 un article qui étudie la pharmacocinétique de cette molécule en vue d'optimiser son administration aux patients atteints du Covid. Il répond énergiquement aux critiques de ceux qui brandissent les études Solidarity et Recovery et souligne qu'elles utilisent des doses bien plus élevées que dans les protocoles de Saint-Pierre. Il signale que certains traitements sont administrés alors que les patients sont déjà en soins intensifs. Alors, Dobie or not Dobie? Telle est la question, mais les choses ont changé. Il faut savoir que l'hydroxychloroquine est un cheveu dans la soupe vaccinale. Le vaccin ne prend tout son sens que si l'hydroxychloroquine ne sert à rien. En réalité, le Dobie nouveau est arrivé, et la cuvée 2021 ne ressemble guère au millésime 2020. Dobie travaille pour Arnaud Marchand, Marchand travaille pour les vaccins, et les vaccins payent son tout nouveau Vaccinopolis wallon. Un choix s'offre au docteur Dobie, la vérité ou la carrière. Le professeur Nicolas Dobie, en ouvrant les portes de son avenir, va les refermer sur l'hydroxychloroquine. Il se saborde, dénigre sa propre étude et publie un article qui titre « Quand un remède de bonne femme devient viral ». Les 41 médecins signataires de l'étude Dobie-Cato quittent le navire, on n'entendra plus parler d'eux. Donc là, je pense qu'on pourra parler alors de phase post-pandémique, mais on arrivera à cette phase uniquement lorsqu'une très très grande partie de la population sera vaccinée. Une très très grande partie de la population sera vaccinée. Si on sera vacciné. Qu'est devenu le docteur Nicolas Dobie, qui disait que l'hydroxychloroquine devait être prescrite à quasi tous les patients hospitalisés?
Et pour quelle obscure raison a-t-il affirmé « Le débat est clos. L'hydroxychloroquine n'est plus une option thérapeutique ». Qu'est devenu le docteur Van Ranst, qui affirmait qu'il prendrait de l'hydroxychloroquine s'il attrapait le Covid. Mais où sont les neiges d'antan? La réduction de mortalité et de gravité de la maladie est impressionnante, poursuit-il. Et c'est terrifiant ce truc. Je vais démoraliser tout le monde avec ça. Il faut que je trouve un truc pour mettre un petit peu d'ambiance. Allez, on retourne au film. La médecine a fait d'énormes progrès depuis ma sortie. L'échographie, le scanner, l'IRM, mais aussi les techniques interventionnelles et les techniques laparoscopiques. Le stimulateur cardiaque que j'ai implanté dans le thorax de mon père a confortablement prolongé sa vie de 20 ans. Oui, nous devons être optimistes, car nous vivons une époque fabuleuse. Fabuleuse et fabuleusement excitante, mais aussi fabuleusement abjecte. Et c'est parce que je suis optimiste que je suis en colère. En colère contre la finance multinationale qui prend d'assaut nos universités, nos revues scientifiques et nos congrès. Le ruban bleu de la prévarication revient assurément à la chirurgie et à la médecine esthétique, dont j'ai fréquenté les meetings pour dénicher des solutions aux disgrâces produites sur des jambes par les pathologies vasculaires. Je n'y ai pas trouvé grand secours, mais j'y ai croisé des bancs de baratineurs, de tricheurs et de menteurs. Avec le docteur Jean Hébrand, président de la Société belge de médecine esthétique, nous les avons pris en chasse. Mais ils se reproduisent comme des lapins. À titre d'exemple, la firme Ion Genius commercialise l'Arasis perfector, un joujou qui promet des résultats mirobolants. And this is after the third treatment. Sanna Weiss est la patronne d'Ion Genius. Elle est médecin, neurophysiologiste, et pas n'importe quel neurophysiologiste. Ksania est PhD. Elle prend la parole dans de très nombreux congrès. Elle n'a en réalité jamais obtenu de diplôme de médecine. Les seuls titres qu'elle peut revendiquer pour monter à nos tribunes sont des billets verts. Et comme elle paye très cher sa participation au congrès, elle se fâche quand je critique le Kinder Surprise qu'elle vend au prix d'un Fabergé. Voici l'email qu'elle m'adresse en représailles. J'espère que vous avez une certaine réputation, que vous êtes riche et que vous ne vous contentez pas de tirer innocemment sur des personnes qui sont capables de vous écraser financièrement et de bien d'autres manières en somme. Bonne journée, nous serons ravis de vous retrouver au tribunal. Je l'ai envoyé au diable, bien sûr, ce qui me valut un second email. Nous avons en main une décision du tribunal fédéral de Californie contre Tony Picciano et nous le poursuivons actuellement pour 6 millions de dollars. Je viens de notifier à mon avocat d'inclure M. Alain Collignon dans notre procès. Quelques mois plus tard, je retrouve Ksania dans le programme d'un congrès de l'EMAA. Je préviens l'organisatrice de l'imposture, convaincue qu'elle va écarter Ksania. La patronne de Romidicom, c'est Catherine de Kuyper. Mais elle n'est pas de cet avis. Elle m'adresse un mail hallucinant. Vous me mettez effectivement devant un dilemme. Accepter toutes les compagnies du secteur de l'esthétique et continuer à proposer des congrès dont le prix d'inscription reste abordable, ou sélectionner les compagnies qui sont capables de présenter des études validées et demander un prix d'inscription très élevé, et voir la fréquentation à nos congrès chuter dramatiquement. Catherine de Kuyper
avoue dans ce message qu'elle finance son congrès avec des marchands de rêves. Vous imaginez ma réponse, poursuit-elle. Je vous demande de stopper vos attaques contre Arasis et contre toute compagnie qui ne répondrait pas aux critères d'efficacité que vous souhaiteriez voir. En 2021, on sort de la folie des masques et des confinements. Je suis invité aux Awards de la médecine esthétique. On me prie d'y faire une présentation sur les innovations et sur l'excellence en esthétique. Et pour l'introduire, on me prie de monter une vidéo d'1 minute qui résume mon propos. Je ne puis évidemment m'empêcher d'évoquer les songes et les mensonges de l'esthétique. Au plus grand mépris de leur génie ou de leur médiocrité, se livrent pieds et poings liés aux marchands de tapis qui pratiquent sans le moindre scrupule le merchandising le plus dégradant. Car enfin, si l'excellence à la française, c'est se demander en regardant une femme de quoi n'a-t-elle pas besoin, pour rester excellent, nous devrons nous demander en regardant notre cabinet de quel appareil n'ai-je pas besoin, de quel progrès miraculeux puis-je me passer, de quel mensonge dois-je faire sauter le masque. Les innovations pour 2021, alors qu'il faut en général 24 heures pour mettre les vidéos en ligne, la mienne reste désespérément en rade. Je m'en inquiète. Après plusieurs longues semaines, le patron des Awards, Thierry Piolato, finit par me répondre. J'ai demandé à ce que l'on supprime un passage où vous montrez des machines de médecine esthétique avec une voix off qui semble mettre en cause ses fabricants. Ainsi, un organisateur non médecin se permet de censurer mon propos. Ah, j'entends déjà vos commentaires, c'est le monde de l'esthétique. Je puis vous assurer qu'il n'y a pas que l'esthétique. Prenons l'exemple de la phlébologie, des varices. Il y a aujourd'hui de grandes chances, si vous consultez un chirurgien vasculaire pour une petite varice anodine, qu'il vous conseille une saphénectomie radicale et qu'il tente même parfois de vous convaincre de l'urgence du traitement en brandissant la menace de la thrombose et de l'embolie pulmonaire. Or, depuis 30 ans, il existe une alternative plus satisfaisante dont bien peu de médecins parlent, l'Asval. En 2018, il m'est apparu utile de proposer un grand débat entre les partisans de l'Asval, technique conservative qui se pratique en ambulatoire et sous anesthésie locale, et les partisans de la saphénectomie qui se réalise à l'hôpital sous anesthésie générale. J'ai donc adressé à la Société française de phlébologie un abstract en vue de faire une communication au congrès de décembre 2018. Mais l'Asval qui se pratique avec 2 pinces moustiques et un crochet qui peuvent se restériliser 1000 fois ne rapporte strictement rien aux firmes et n'est guère remboursé par la sécurité sociale. En revanche, la saphénectomie par laser ou par radiofréquence, qui impose du matériel lourd et l'achat d'une fibre pour chaque patient, coûte très cher à la sécurité sociale et rapporte beaucoup plus aux chirurgiens pour un temps de travail très comparable, voire plus court, qu'un Asval. Les marchands de laser et de radiofréquence, tous gold sponsors, se ruent sur les plus beaux stands des plus grands congrès de chirurgie vasculaire où leurs propres orateurs, grassement indemnisés, vont nous abreuver de contre-vérités. Les organisateurs de congrès ne crachent pas dans la soupe. Ils ne mettent pas au programme des chirurgiens qui vont crier haut et fort qu'on pratique beaucoup trop de traitements laser ou radiofréquence. Mon nom n'a donc jamais figuré au programme du congrès de la Société française de phlébologie. Le débat n'a pas eu lieu. Le débat n'aura pas lieu. Et on continuera, mesdames et messieurs, à opérer vos saphènes sans raison et sans aucun résultat sur la varicosité qui faisait tout votre tourment. Comme l'hydroxychloroquine, l'Asval ne coûte rien. Comme l'hydroxychloroquine, l'Asval règle le problème sans aller à l'hôpital. Comme l'hydroxychloroquine, l'Asval doit disparaître. Nous voici arrivés au terme d'un voyage au cœur d'une vérité en haillons, violée par une science que gèrent les banquiers. L'heure est au verdict.
À la fin de l'été 2002, l'Académie de médecine saisit l'ordre d'une demande d'avis au sujet d'un éditorial commun des plus grandes revues de médecine, parmi lesquelles le Lancet, le BMJ, le New England. Le message est clair, une pandémie de corruption règne au sein de notre profession. L'ordre réagit par la publication d'un communiqué lymphatique. Cet éditorial souligne d'abord que la recherche clinique sur les médicaments est trop souvent orientée, pour des raisons économiques, vers des problèmes ayant surtout un impact commercial, alors que des questions plus pertinentes restent sans réponse. Cet éditorial rappelle ensuite que l'élaboration du protocole, l'analyse des résultats et la publication de la recherche sont généralement aux mains de l'entreprise sponsorisante et que le chercheur a trop peu d'impact ou cherche trop peu à en avoir. Notre appel, dit l'Ordre, s'adresse en particulier aux universitaires et autres personnes qui, en tant que leaders d'opinion, ont un rôle d'exemple dans la recherche et la prescription. Cet appel n'a pas été entendu. 20 ans après, la situation s'est considérablement aggravée. Une recherche sur PubMed avec les mots-clés corruption et santé ramène 1412 résultats. La corruption en sciences est devenue un secret de polichinelle. Richard Horton, éditeur du Lancet, nous explique aujourd'hui que la moitié des publications scientifiques sont fausses et l'Ordre continue à nous les imposer comme des évangiles. Mera et Desai ont menti en échange d'un chèque. Dobie a retourné sa veste en échange d'un avenir. Les médecins résistants ont été contraints de se taire en échange d'un bâillon et l'Ordre garde le silence. Nicolas Dobie n'a, croyez-le, aucun remords. Non seulement il a retourné sa veste, mais il l'a troquée contre la robe de Torquemada et se fait aujourd'hui le délateur le plus consciencieux de confrères plus consciencieux que lui. Et l'Ordre a réagi. Je suis convoqué, je suis poursuivi, je suis suspendu. Et j'en suis fier. Fier, car il n'est aucun acte dont j'ai à rougir. J'ai seulement honte d'être membre d'un ordre qui m'a demandé de trahir mon serment. Nous avons désormais rompu, je suis libre. Mais l'ordre, mesdames, l'ordre, mesdemoiselles, l'ordre, messieurs, se lave les mains pendant qu'on cloue Hippocrate sur sa croix.